Et voilà, donc cette exposition sur Edwige Fouvry est tout à fait originale parce que elle, comme l'a dit Donald, elle prend vraiment l'univers, en tout cas une partie de l'univers de Maupassant et de Flaubert. Quand il m'a proposé de faire cette petite conférence ici ce soir, il m'a dit, viens, tu vas voir, il y aura des belles vues sur Étretat. Vous l'avez vu, l'exposition. Il y a surtout des vues sur les visages qui font un peu évoquer, évidemment, qui évoquent le Horla, surtout. Moi, j'ai surtout vu le Horla. Et moi, évidemment, ça m'intéresse plus que des vues sur Étretat, même si j'aime beaucoup Étretat. Et si j'aime beaucoup la mer, je trouve que c'est très intéressant de voir cette folie, justement, cette partie extrêmement importante de Maupassant. La folie, le côté psychiatrique. Très tôt, Maupassant va être baigné dans cet univers, même malgré lui, même sans le savoir. Pourquoi ? Sa mère, déjà, était un petit peu faux-folle. Sa mère était quelqu'un d'extrêmement, comme on dirait aujourd'hui, une femme avec beaucoup de caractère. Un beau caractère. Très cultivée, elle lisait Shakespeare, ce qui est quand même rare pour l'époque. Elle lisait Shakespeare et elle a vraiment eu un amour incroyable pour les mots qu'elle a évidemment transmis à son fils. Je dirais même à ses fils, parce que Maupassant avait un petit frère. Alors Maupassant naît en 1850. Là aussi, il y a quelque chose à pointer. C'est qu'il naît en 1850, la mort de Balzac, et en 1880, quand il commence à devenir le Maupassant que l'on connaît, c'est la mort de Flaubert. Et j'aime beaucoup ces deux rapports parce que ça donne vraiment le point de départ du nouvel ère dans le 19e siècle de la littérature française. Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. En 1846, il récupère la petite Strolke de Maupassant. Vous savez, la petite particule. Parce qu'ils l'ont perdu, la famille l'a perdu durant la Révolution. Force. Hein ? On n'avait pas envie de... Ils l'ont perdu à ce moment-là, il valait mieux la perdre à ce moment-là et la récupérer après. Je parle de la particule, pas de la tête. Et c'est justement cette fierté familiale qui fait que Maupassant a cette petite particule. Et justement, j'ai parlé à 30 secondes de Balzac. Lui, par contre, il a rajouté, il n'était pas du tout, un petit 2. Balzac, il a ces deux. Il voulait lui-même faire de Balzac et il n'a pas pu. Et donc, il a voulu le faire, mais il n'a pas fait Balzac. Quant à Maupassant, qui lui, évidemment, c'était familial. 4 ans après, il naît, donc en 1850. Et la famille a une grande maison, justement, comme le dit l'exposition aujourd'hui, en Normandie. Le père est très intelligent aussi, comme la maman. Un peu volage, d'ailleurs. Un peu beaucoup volage. D'ailleurs, il va transmettre ça à son fils. Parce que Guy de Maupassant, il avait ce côté-là. Célibataire, certes, endurci, mais les demoiselles et les conquêtes, c'est un don Juan. Vraiment un don Juan. Alors, les parents divorcent quelques années plus tard. Je crois que le petit Guy doit avoir un truc comme 10 ans. La maman s'installe donc, reste avec ses deux enfants. Le papa, évidemment, il prend les enfants de temps en temps. C'est très moderne en fait, c'est vrai. C'est une situation extrêmement moderne, un divorce. Quoi de plus normal de nos jours. C'est assez drôle. Et finalement, la jeunesse, l'enfance, si je puis dire, de Guy est très simple. Rien de particulier. Il y a la mer, il y a les falaises,
Il y a l'ambiance familiale, qui est très agréable. Et le petit frère, Hervé. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, en préambule, il y a quelque chose de sous-jacent dans tout cela. C'est la folie. La folie, elle est là. Avec la mère, dans un premier temps, puis Hervé, qui mourra prématurément, aussi d'une espèce de folie, d'une maladie assez folle. Guy va évidemment écrire beaucoup sur la folie, on le sait. On l'avait lu, on le connaît, même sans l'avoir lu, on le sait, c'est quelqu'un qui s'est fort imprégné de tout cela. Il va donc quitter le milieu familial, travailler d'abord la marine un peu, et puis il va devenir journaliste. Des études brillantes, extrêmement brillantes, fera Maupassant. Il suivirait d'abord d'un collège parce qu'il écrit des vers, on va dire, un peu... comment on peut dire ça ? Pas très en rapport avec l'époque. Et lui-même dira, tout au long de sa vie, il le dira, et déjà très précocement il va le faire, il ne va pas du tout s'intéresser ni à la religion, ni à tout ce qui est ecclésiastique, ni tout ce qui est aussi franc-maçonnerie, comme c'est l'époque, comme c'est la mode un peu à l'époque. Il y a toutes ces sectes, ces prisons, comme il l'appelait lui-même, auxquelles il ne veut absolument pas adhérer. Il veut rester libre pour être sans attache par rapport aux religions, par rapport à la franc-maçonnerie, par rapport à toutes ces classes, on va dire, mais aussi pour pouvoir en dire du mal. Et ça, c'est important, je trouve, chez Maupassant, parce qu'il a cette liberté, justement, de pouvoir dire du mal de toutes ces choses-là, parce qu'il n'en fait pas partie. Et lui, n'en faisant pas partie, il a cette envie incroyable de pouvoir dire ce qu'il veut, et de ne appartenir à aucune classe, à aucune... Ça, c'est intéressant pour un auteur, parce que c'est extrêmement riche, et il y a cette liberté qui est présente de manière permanente. La famille a depuis toujours, la famille donc de Maupassant a depuis toujours des amitiés très très proches avec quelqu'un de tout aussi connu, même on va dire un immense écrivain, c'est Flaubert. Les parents de Guy étaient amis avec Flaubert et ils ont même grandi ensemble, ils ont même fait l'école ensemble et tout, donc c'est quand même c'est le frère, donc l'oncle de Guy qui, par la mère, qui était dans la même classe que Flaubert. C'est génial, hein ? Grandir avec quelqu'un d'aussi génial que Flaubert, forcément, ça ne pouvait que donner des ailes au petit Guy. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il est né en 1850, l'année de la mort de Balzac, et en 1880, quand Maupassant commence à devenir Maupassant, si je puis dire, c'est la mort de son maître et ami, Flaubert. Et là, au lieu d'être dévasté, évidemment, il sera dévasté par la mort de Flaubert, mais au lieu de s'apitoyer et de se morfondre sur cette disparition, qui est horrible pour Guy, eh bien, il va décoller. Parce que sa gloire, son génie à Guy ne va durer que 10 ans. 1880, 1890. 2 lustres. Pas de lustre ici. Justement, il y a 2 lustres là. 2 lustres. Durant une belle décennie, il va écrire des centaines d'articles pour son journal. Il va beaucoup voyager, Europe, nord de l'Afrique, ce qui est aussi rare pour l'époque. 6 romans et plus de 300 nouvelles. Tout ça en 10 ans.
Il y a certains auteurs qui ne font pas ça au cours de toute une vie de carrière, au cours de toute une vie. Et lui, en 10 ans, il écrit des merveilles. Il commence, son premier succès, c'est Boule de Suisse. Après, s'enchaînent les romans et les nouvelles, et les contes aussi. Parce que lui, Maupassant avait vraiment l'envie d'appeler ça des contes. Je vous l'ai dit, il est d'abord travaillé dans un journal, pour un journal, et il écrit quasi quotidiennement une nouvelle. Quasi au quotidien, ce qui est incroyable. Au bout de quelque temps, ces nouvelles seront recensées et on fera un bouquin, donc un collectif, un recueil de nouvelles. C'était quelque chose de très courant durant le 19e, déjà au début du 19e avec les romantiques, avec Dumas, avec Balzac, avec Hugo. Déjà, il y avait cette habitude d'écrire pour des journaux, des feuilletons, comme on appelait ça. D'ailleurs, quand on voit les Mousquetaires, ou plus tard le Comte de Monte Cristo de Dumas, tous qui plus tard sont devenus évidemment des romans, au départ, ce sont des feuilletons qui étaient publiés quotidiennement ou de manière hebdomadaire dans des journaux. Ça s'est un peu perdu ça de nos jours, mais en tout cas au 19e c'était vraiment la grande mode, on va dire, vraiment ce qu'on faisait vraiment de manière très, très, très courante. Tous les auteurs quasi ont eu cette façon de faire à travers les journaux, et puis après on recensait toutes ces nouvelles et on pourrait en faire un recueil de nouvelles, voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, il écrivait le matin, Maupassant, pour le journal, et l'après-midi, il écrivait des choses plus, on va dire, plus grandes, plus complètes, mieux construites, comme les romans. C'est vrai qu'il a été très prolifique, et heureusement d'ailleurs, extrêmement prolifique, dès le départ. Dès le départ, c'est-à-dire qu'un petit peu avant, il a écrit pas mal d'histoires qu'il faisait lire à Flaubert. Flaubert, d'ailleurs, lui disait tu dois travailler, tu dois encore plus travailler. C'est vraiment Flaubert qui lui a mis vraiment cette énergie, cette pulsion, cette force, et surtout cette façon d'écrire qu'a eu Maupassant par la suite. C'est Flaubert qui lui a vraiment montré l'exemple et lui a dit de se débarrasser de tout ce qui était pas nécessaire dans une phrase, et d'avoir des phrases bien lapidaires, bien tranchantes. Et ça, quand on décortique l'œuvre de Maupassant, on se rend compte. On se rend compte de cela, on se rend compte de cette écriture très efficace, très vive, et qui va au but directement. Ça, c'est quelque chose de très très fort chez Maupassant. Et encore une fois, je me répète, de très moderne. Parce que avant cela, les romanciers aimaient bien écrire de longues phrases, comme Balzac, comme Stendhal, parce que c'était pas pour les mêmes raisons. Si ces gens, au début du 19e, écrivaient beaucoup de pages, c'était parce qu'ils étaient payés à la page, justement. Ce qui n'était pas le cas plus tard pour Maupassant. D'ailleurs, la preuve, il s'est beaucoup fait critiquer au départ, parce que ses nouvelles étaient très courtes. Ces nouvelles faisaient l'équivalent d'une page à 4, certaines en tout cas, pour les journaux. Donc il a écrit énormément de nouvelles qui faisaient une page à 4, et il s'est fait vraiment, on va dire, critiquer par ses contemporains. Enfin bon, de toute façon, quand on voit aujourd'hui Maupassant, on se dit, il avait bien raison de se faire critiquer, tant pis, l'avenir lui a donné raison. Parce qu'il y a vraiment des nouvelles extraordinaires. Moderne, j'aime bien ce mot chez Maupassant. Ce mot moderne. Il y a aussi chez Maupassant une puissance extraordinaire, une force de la nature et un paradoxe incroyable. Pourquoi un paradoxe ? Parce que Maupassant, très jeune, un peu comme Baudelaire, contracte la saloperie de syphilis. Ah bah oui, c'est ça qui lui a valu aussi cette mort prématurée. Il meurt à 42 ans, Maupassant. 42 ans. À un mois de son anniversaire. Il meurt en juillet. Et un mois plus tard, il aurait 43 ans.
Il meurt début juillet, son anniversaire, c'est début août. Donc à un mois de son anniversaire, il meurt. Il meurt et il laisse une œuvre incroyable. Il a même eu d'ailleurs posthumement un prix assez important d'ailleurs, par ses amis, par Zola entre autres. Parce que oui, Zola aussi, il fait partie évidemment des maîtres, de notre cher Guy. Mais pour revenir à l'œuvre vraiment de Maupassant, quelque chose de très important, c'est évidemment cette énergie. Comme je l'ai dit, il y a un paradoxe. Il y a cette syphilis qui le ronge, mais en même temps, il a une énergie extraordinaire, une énergie, même, on va dire, même une libido très, très, très développée. D'ailleurs, il a côtoyé énormément, ce qui n'existe plus aujourd'hui, les fameuses maisons closes, elles sont toutes fermées, pour bien leur nom aujourd'hui. Et il faisait des paris un peu bizarres avec ses potes. Sur une nuit, par exemple, il pouvait faire l'amour avec 6-7 personnes à la fois. Comme ça, tac, 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 tac. Il faisait des paris comme ça. Ça l'amusait de faire des paris aussi farfelus que grotesques. Et toutes ces choses-là, c'est en fait de la matière pour lui. Parce que dans ses nouvelles, ses contes et ses romans, évidemment, il en parle. Il parle de ces maisons closes, il parle de ces femmes, il parle de ses conquêtes, et indirectement évidemment, c'est sous des pseudonymes, sous des sobriquets, avec des espèces d'astuces pour ne pas évidemment trop faire comprendre que c'est lui, mais c'est quand même lui. Alors, un tout grand roman qui est sorti en 1881, c'est La Maison Tellier, qui lui raconte évidemment tout l'envers du décor d'une maison close, et c'est très intéressant. Il est vraiment intéressant celui-là parce que, en plus de ça, c'est 81, donc c'est vraiment le tout début on va dire, du succès de Maupassant, puisque Maupassant commençait vraiment en 1880 à avoir un succès incroyable. Et là, c'est parti pour une décennie. Et jusqu'en une date très importante dans l'œuvre de Maupassant, c'est 1887. Jusque-là, il est extrêmement reconnu, il est beaucoup aimé par le public. Il gagne forcément beaucoup d'argent parce qu'il a son métier de... Il laisse d'ailleurs, à un moment, il laisse tomber son métier de journaliste pour se consacrer exclusivement à la littérature. Il amasse beaucoup d'argent. Il peut se payer un yacht, qui va d'ailleurs appeler Bellamy, comme son fameux roman. Il s'achète un appartement, on va dire, comment on peut dire ça, cossu en plein Paris. Donc il a pas mal d'argent. Mais il n'arrête pas de travailler pour autant. Ça, j'aime bien. Il ne se repose pas sur ses lauriers. Ça, c'est très intéressant et très important. Et je reviens donc à cette fameuse date de 1887. Encore une date, on va dire, triste pour notre Guy. Parce que cette année-là, meurt son frère, Hervé, son petit frère en plus. Ce qui n'est pas dans la logique des choses. En général, quand on est grand frère, on meurt en premier. Et lui, ça l'a vraiment bouleversé. Il va d'ailleurs, suite à cela, retravailler sa fameuse nouvelle qui est connue de tout le monde, c'est L'Heure-là, qui va être d'ailleurs publiée cette année-là, en 87. Et cette même année sort aussi une nouvelle, alors là que je vous conseille mais vivement, c'est La Morte. La Morte. Et ça, c'est une nouvelle, je vous assure, mais Stephen King peut aller se rhabiller. C'est une histoire assez courte. C'est l'histoire d'une jeune fille qui décède et son amoureux va la voir sur sa tombe. La nuit commence à tomber et c'est terrible ce qui se passe parce que il est là devant cette tombe, toute sobre, une simple croix avec juste le nom de la personne. Il la regarde, cette tombe. Et une envie soudaine de dormir à ses côtés se manifeste. Il se dit, mais je peux pas le faire. C'est pas possible. Et là,
il y a son esprit qui commence à voyager et il pense à sa copine 3 mètres plus bas et il se dit, ça en est où là maintenant? Est-ce qu'elle commence à se décomposer? Se fait-elle déjà manger par les vers? Qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ne puis-je pas la rejoindre? Et son regard part au loin dans le cimetière. Et il voit tous ces morts. Et il se dit, il y aura bientôt plus de morts que de vivants. Il faudra faire de la place pour ces morts. Les morts prendront de plus en plus de place. Et nous vivants, qu'allons-nous devenir? Et je vais m'arrêter là. La suite, vous la découvrirez parce que c'est, je vous dis, c'est du Stephen King incroyable. Et ça, c'est souvent un peu, on va dire, oublié chez Maupassant. C'est qu'on a toujours les romans, Bellamy, Pierre et Jean, les contes de la Bécasse, évidemment le Horla. Mais on oublie qu'il a écrit des contes extrêmement effrayants avec des situations non encore exploitées. Peu de gens avant lui ont parlé de la décomposition des corps, du fait qu'il y ait bientôt plus de morts que de vivants. Enfin, je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très, très important dans l'œuvre de Maupassant, et ça, c'est inouï. Et quand on pense aussi qu'il a écrit cette nouvelle la même année, l'année où meurt son frère, bon, je répète, c'est en 1887. Et là, c'est assez fort d'avoir en même temps la morte et en même temps le Horla. Cette même année, 2 nouvelles extrêmement impressionnantes. Le Horla, je suppose que vous l'avez tous lu. Il y a aussi quelque chose de très moderne dans cette nouvelle, dans cette histoire, c'est la dramaturgie. La dramaturgie est assez impressionnante dans cette nouvelle parce que, au début, tout va bien. Il est heureux, le personnage, dans le Horla. Il est bien, il se lève, il est heureux, il y a une belle journée. Et on se rend compte, malgré ces mots, malgré cet enthousiasme, on se rend compte que ça ne va pas durer. Et ça, c'est extrêmement important. C'est bien fait, c'est bien mené, c'est du Maupassant. Et on se rend compte directement et très vite, et c'est même il y a un côté malsain à cet enthousiasme, parce qu'on se rend compte que cet enthousiasme va peu à peu s'étioler. Et évidemment, la suite, ceux qui n'ont pas lu, à vous de découvrir cette fabuleuse nouvelle. D'ailleurs, on la vend très... Enfin, c'est vraiment, en général, la première nouvelle d'une suite de contes dans le même ordre. En tout cas, avec les mêmes thèmes. Il y a encore tellement de choses à dire sur Maupassant, tellement à raconter, que la meilleure façon de découvrir un auteur, ça c'est une phrase que je dis souvent, la meilleure façon de découvrir un auteur, c'est de le lire. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas une autre manière, c'est le lire, et en faire sa propre idée. Peut-être lire, quelques critiques, quelques résumés, quelques comptes rendus, mais surtout lire un auteur. C'est la meilleure façon de se rendre compte de son efficacité, et c'est aussi la meilleure façon de se rendre compte nous-mêmes, certes de son efficacité, mais aussi de ce que nous en pensons, pas de ce que les autres en pensent. Ça, c'est extrêmement important. 1890, 1880, 1890, donc une décennie avec des succès colossaux, des succès incroyables, des succès littéraires fabuleux. On peut vraiment voir un panel incroyable. Il y a évidemment, je vous l'ai dit, aussi du théâtre, très peu de théâtre, mais il a aussi touché au théâtre. Il a plus une écriture, on va dire, pour des nouvelles, pour une écriture plus en prose.
Et ça, c'est aussi un truc chez lui qui faisait sa force. Parce qu'il écrivait beaucoup et énormément. Alors, je vais vous surprendre. Il détestait écrire. Ça paraît dingue. Ça paraît dingue. Mais Maupassant détestait écrire. D'ailleurs, il a dit lui-même à un moment, « J'écris pour l'argent. » Ce qui lui a plutôt réussi, hein. Parce qu'il avait, je vous rappelle qu'il n'avait pas d'enfant, célibataire endurci, une grille extraordinaire de conquêtes. Et évidemment, il aimait côtoyer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les maisons closes, ce qui lui a valu cette saloperie de maladie. Comme malheureusement beaucoup d'auteurs du 19e. On soignait, ça fait un peu penser à nous, notre génération, il y a 35 ans, avec les premiers sidéens, quand on leur donnait des trucs qui finalement c'était une espèce un pansement sur une jambe de bois. Hein. Donc c'était pareil avec la syphilis au 19e. On donnait des gouttes d'arsenic, enfin vous voyez les trucs qui finalement détruisaient complètement l'intérieur de la personne. Il perdait ses cheveux par poignée. Enfin c'était assez triste. Il a vieilli prématurément. Et surtout, là je reviens à ce que je disais tout à l'heure, le côté psychiatrique, complètement. Parce que quand il est mort, on va dire, il est mort, certes, à 42 ans, mais en même temps, il a arrêté d'écrire 2 ans avant de décéder. Alors, c'est-à-dire que pendant 2 ans, les 2 dernières années de sa vie, il n'a rien écrit. En tout cas, rien de littéraire. Il a écrit des lettres, il a été interné dans une clinique, et suivi par le docteur Blanche. Et ce fameux docteur Blanche, figurez-vous que plus tard, 20 ans plus tard, plus ou moins, il s'occupera également d'un autre grand monsieur de la littérature, de Feydeau. Comme quoi, hein, le vaudeville mène à tous les... peut mener n'importe où. Oui, donc c'est assez incroyable. Donc là, Maupassant qui terminera sa vie complètement sous l'emprise de la folie. Donc quelque part, ce qu'il a écrit à travers l'Horla, à travers la Morte, à travers toutes ces nouvelles, a pris le dessus sur lui. Mais je vous l'ai dit, outre le fait d'avoir eu la syphilis, outre le fait d'avoir pris tous ces médicaments qui finalement n'étaient pas, on va dire, les plus efficaces, il y avait quand même des prédispositions de départ. Sa maman était un petit peu comme ça, et son frère, Hervé, le frère cadet. Ça a mené évidemment à la triste fin de cet homme de génie. Alors on pourrait se dire, tiens, s'il avait vécu plus longtemps, est-ce qu'il aurait écrit plus ? Ça c'est la question qu'on peut se poser, qu'on peut poser à n'importe quel auteur mort prématurément. Et on peut en citer des tonnes, on peut en citer tellement des auteurs morts prématurément. Et ici, pour Maupassant, mais j'ai envie de dire, la question ne se pose pas, puisque à 40 ans, il est mort je l'ai dit, à 42, à 40 ans, il n'a plus écrit. Il a quand même vécu 2 ans après, et il a plus écrit on va dire, de contes, de nouvelles, de tout ce qui est littéraire. Donc la question chez lui, elle est posée, et malheureusement, non, il n'aurait pas plus écrit s'il a vécu plus longtemps, puisque la folie a pris le dessus. Concernant Maupassant, je vous l'ai dit, il faut le lire. Il faut le lire. Il a aussi ce pouvoir, cette faculté extrêmement moderne, encore aujourd'hui, parce que depuis, il est l'un des auteurs les plus traduits à l'étranger, quand même. Et puis surtout, encore, aujourd'hui, au XXe siècle, 20e, 21e, il y a eu énormément d'adaptations au cinéma, à la télévision, au théâtre, en opéra. Ces nouvelles, ces contes, ces histoires ont fait vraiment le tour du monde et le tour de tous les médias, de toutes les façons artistiques de mettre Maupassant à l'honneur. Ce qui est formidable, encore une fois, je me répète, ce seront les mots de la fin. En 10 ans de temps, il a créé une œuvre colossale
Et ça, sincèrement, chapeau, chapeau l'artiste. Il y a très peu d'auteurs qui ont eu cette faculté comme ça de créer en 10 ans de temps une œuvre aussi prodigieuse que celle de Maupassant. Quand on regarde le miroir comme ça, quand on regarde de loin l'œuvre de Maupassant, on s'est dit, mais cet homme a été extrêmement prolifique, et comme je vous l'ai dit, il n'aimait pas l'écriture, il n'aimait pas l'écrire, parce que c'était un hédoniste aussi. Il aimait bien les balades, il aimait bien passer du temps avec les demoiselles, il aimait bien se balader en canot. Je vous rappelle qu'il est issu d'Étretat, enfin de Normandie, de ces coins-là. Donc forcément que lui, c'est la mer qu'il aime, la mer MER. Hein. Et forcément qu'il y a tout ce côté-là, tout ce côté un peu épicurien. Il aime la vie, il aime les choses, il aime le plaisir de la chair, il aime le plaisir de manger, il aimait tous ces plaisirs-là. Et ça, c'est assez fabuleux. Je veux juste terminer encore avec une petite anecdote qui m'a beaucoup plu, qui me plaît beaucoup. Je vous l'ai dit, il aimait bien la mer, donc il aimait bien nager. Maupassant était un excellent nageur. Excellent nageur. Et dans sa jeunesse, il sauve la vie d'un homme, d'un Anglais, un touriste, déjà à l'époque. Il le sauve de la noyade. Et ce jeune homme anglais, issu d'une famille en plus assez aisée, l'invite chez lui. Et pour le remercier, donc, il le remercie, il l'invite chez lui. Ils passent une soirée ensemble, tout se passe très bien, c'est très agréable. Et Maupassant est impressionné par un bibelot qui traîne dans le feu ouvert du jeune homme. Une espèce de main, une main bizarre qui brûle dans le feu ouvert. C'est un objet, évidemment, c'est en cuivre ou que sais-je. Et ça va inspirer à Maupassant plus tard une nouvelle qui deviendra La main écorchée. Voilà, je trouvais ça cocasse de vous raconter cette anecdote. Et grâce à au fait qu'il ait sauvé la vie de ce jeune homme, voilà, il a été remercié. Comme quoi, la vie fait qu'on a toujours des surprises là où on ne s'y attend pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de cueillir les surprises et de ne pas se laisser, justement, de ne pas se cloisonner, exactement. Il faut ouvrir, et en ouvrant les choses, on se rend compte qu'on peut très bien avoir des surprises à un moment, on va dire, on ne s'y attend pas. Voilà. Mesdames et messieurs, merci. Merci de m'avoir écouté. Merci, j'espère que Maupassant ne vous passera pas par la tête. Et surtout, à très bientôt. Et surtout, la visite, elle est jusqu'au 11 mai, je crois, de l'exposition. Et elle était intéressante. Donc, c'est une exposition de Edwige Fouvry qu'il faut voir et en parler autour de vous. Merci à vous et merci à la Maison de la Francité. Merci beaucoup. Maison de la